Un millionnaire simule l'amnésie après son accident et découvre le terrible secret de sa fiancée. 3 heures après avoir repris conscience, il entendit sa fiancée murmurer au téléphone « Ne t'inquiète pas, bientôt, tout sera à nous ». Il aurait pu révéler qu'il était réveillé, mais il choisit une option bien plus calculée, feindre une amnésie totale. Combien de temps lui reste-t-il? La voix résonna, glaciale, dans le couloir. Alexandre garda les paupières closes. Chaque muscle le lançait. Les scanners ne mentent pas, Élise. Le traumatisme est sévère. Des pas s'approchèrent de la porte. Et s'il se réveille? S'il se souvient de tout, son parfum emplit la chambre. Celui-là même qu'il adorait. Désormais, il lui brûlait les narines. Calmez-vous. Même s'il émerge, les lésions cérébrales empêcheront les souvenirs. Vous connaissez le protocole. Alexandre sentit sa présence près du lit. Proche, dangereuse. Parfait, docteur Mercier. Nous pouvons donc maintenir le planning. Elle toucha le dos de sa main, des doigts froids, calculateurs. Donnez-lui encore quelques jours. Ensuite, nous signons la procuration et vous aurez le contrôle total des entreprises. Un rire étouffé s'échappa des lèvres d'Élise. 3 ans de patience, ça en valait la peine. L'infirmière entra portant des médicaments, vérifia les signes vitaux, ajusta la perfusion. Sortit en silence. Alexandre se concentra sur sa propre respiration. Contrôlé, uniforme, Élise retourna dans le couloir. Sa voix devint un murmure venimeux au téléphone. « Oui, mon amour, bientôt nous serons libres. Il a été si facile à tromper. » Chaque mot était une lame. 3 ans de mensonges. 3 ans à planifier cela. Alexandre sentit une larme couler. Retint les autres. Élise mit fin à l'appel et revint dans la chambre. Ses talons claquaient sur le sol comme un compte à rebours. Elle se pencha sur lui. Son souffle effleura son visage. « Dors bien, mon cher imbécile !» Ses doigts glissèrent sur son front, puis pressèrent, fort, pour vérifier. Alexandre ne réagit pas le moindre frisson. Élise s'éloigna, satisfaite. 2 infirmières commentèrent quelque chose dans le couloir. Un chariot passa. Des voix lointaines discutèrent de procédures. Le moniteur cardiaque bipa doucement, constamment. Elle prit son sac et se dirigea vers la sortie. Avant de partir, elle murmura une dernière phrase. « Demain, j'apporte les documents. Ta signature va changer ma vie. » La porte se referma. Silence absolu. Alexandre ouvrit lentement les yeux. Juste une fente. Le plafond blanc de l'hôpital ressemblait à une toile vierge. Une toile sur laquelle il peindrait sa vengeance. Mais d'abord, il devait comprendre. Qui d'autre était impliqué dans cette trahison? Avant de découvrir la fin de cette histoire, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Alexandre Dubois n'aurait jamais imaginé qu'il se réveillerait dans un hôpital pour découvrir que toute sa vie n'était qu'un mensonge méticuleusement construit. 42 ans. Chacun d'eux gagnait à la sueur de son front, avec détermination et une foi inébranlable que le travail honnête triomphe de tout. Fils de Michel Dubois, un mécanicien qui passait 16 heures par jour sous de vieilles voitures pour nourrir sa famille, et de Colette, une institutrice qui étirait son salaire jusqu'au dernier centime, Alexandre avait grandi dans un petit appartement de la banlieue modeste de Paris. Il dormait dans la même chambre que ses 2 frères, partageait la salle de bain avec 7 personnes et apprit très tôt que rien ne tombe du ciel. À 15 ans, il commença comme coursier dans une petite boîte d'informatique. Il observait tout, demandait tout, apprenait tout. Tandis que ses collègues se plaignaient des livraisons sous un soleil de plomb, Alexandre absorbait les connaissances comme une éponge assoiffée. Le soir, il étudiait la programmation sur des ordinateurs empruntés au lycée. Les week-ends étaient consacrés à des cours gratuits en ligne, quand il parvenait à accéder à Internet à la bibliothèque municipale. À 23 ans, avec 1 000 € en poche et une idée révolutionnaire en tête, il fonda sa première start-up, une technologie de gestion pour PME. Il dormait au bureau, mangeait des nouilles instantanées, gérait les clients, programmait, faisait la comptabilité, nettoyait les toilettes. Tout seul. 10 ans plus tard, il vendait l'entreprise pour 80 millions d'euros. Mais l'argent n'avait jamais changé qui il était à l'intérieur.
Alexandre investit dans l'immobilier, ouvrit des restaurants, finança des projets sociaux. Sa marque de fabrique était simple. Il traitait l'agent d'entretien avec le même respect que le PDG. Il retenait les noms, demandait des nouvelles des familles, payait des salaires justes. Il croyait que le succès partagé était le seul véritable succès. Ce fut précisément cette générosité qui le mena à Élise. 3 ans plus tôt, lors d'un gala de charité pour enfants défavorisés, elle était apparue comme un éclair d'élégance au milieu de la foule. Robe bleu marine, un sourire qui illuminait la salle, des yeux qui semblaient lire son âme. Elle travaillait comme coordinatrice de l'événement, dévouée, passionnée par la cause. Ils parlèrent de but dans la vie, de faire une différence, de construire des héritages au-delà de l'argent. Alexandre tomba amoureux cette nuit-là. Les mois suivants furent magiques. Dîners romantiques dans les bistrots simples qu'il aimait, promenades au parc des Buttes-Chaumont le dimanche, voyages sur des plages désertes où ils discutaient jusqu'à l'aube. Élise semblait sincèrement désintéressée par sa fortune. Elle refusait les cadeaux somptueux, préférait les sorties simples. Elle disait aimer l'homme, pas le compte en banque. Il crut chaque mot. La demande en mariage eut lieu à l'endroit même de leur rencontre. Alexandre loua la salle du gala, la remplit de photos de leurs 3 années, engagea le quatuor à cordes qu'elle adorait. Quand il posa un genou à terre avec la bague, Élise pleura. Du moins, il pensa que c'étaient des larmes de bonheur. Le mariage était prévu 2 mois plus tard. Alexandre avait déjà acheté la maison de ses rêves à elle, prévoyait une lune de miel en Italie, rêvait d'enfants, de vieillir ensemble, de bâtir une famille basée sur les valeurs que ses parents lui avaient enseignées, honnêteté, loyauté, amour véritable. Puis vint l'accident, une route détrempée, un camion fou. La voiture d'Alexandre fit 3 tonneaux. Les ambulanciers dirent que c'était un miracle qu'il ait survécu. 3 semaines de coma profond. Les médecins préparant la famille au pire. Mais Alexandre était un battant. Il l'avait toujours été. Lorsque sa conscience revint dans cette chambre d'hôpital, il s'attendait à voir le visage inquiet de la femme qu'il aimait. Il s'attendait à entendre des mots de soulagement, de gratitude, d'amour. À la place, il entendit la vérité, brute et destructrice. Et maintenant, allongé sur ce lit, feignant l'amnésie, Alexandre Dubois devait prendre la décision la plus importante de sa vie. Jusqu'où était-il prêt à aller pour découvrir la profondeur de la trahison? Combien de personnes de son entourage étaient complices? Et surtout, qui était-il vraiment, quand tout ce en quoi il croyait se révélait être une illusion soigneusement fabriquée? Quelque chose en lui était sur le point de s'éveiller. Pas seulement la conscience physique, mais une version de lui-même qu'il n'avait jamais eu besoin d'être. Une version qui ne pardonnerait pas, qui n'oublierait pas, qui ferait régner la justice, peu importe le prix. Les premiers rayons de soleil traversèrent le store de la chambre d'hôpital. Alexandre restait immobile, yeux clos, son esprit fonctionnant à plein régime. La révélation de la nuit précédente avait déchiré le voile de tout ce qu'il pensait connaître. Mais la colère initiale se transformait en quelque chose de plus puissant, une détermination stratégique. Il lui fallait des réponses. Pas quelques réponses. Toutes. Qui d'autre était impliqué dans cette conspiration, à part Élise et le docteur Mercier? La conversation qu'il avait entendue mentionnait « nous » plusieurs fois, pluriel, des complices. Combien? Ses amis savaient-ils? Ses associés? Des employés de confiance étaient-ils compromis? La simple possibilité lui retournait l'estomac. Alexandre repassait mentalement chaque interaction des derniers mois. Élise avait mentionné des documents. Quels documents exactement? Procuration, testament, contrat de société? Elle avait dit « contrôle total des entreprises ». Cela signifiait que le plan allait au-delà de l'héritage. Il voulait ses sociétés opérationnelles, ses investissements actifs, tout l'empire qu'il avait bâti brique par brique pendant 20 ans. 20 ans de travail acharné. Se lever à 5 heures du matin, se coucher à minuit, sacrifier week-end, jours fériés, moments de loisirs.
Tout cela pour construire quelque chose de solide, qui générerait des emplois, changerait des vies, laisserait un héritage positif. Et maintenant, il découvrait que des gens autour de lui prévoyaient de tout voler pendant qu'il gisait inconscient sur un lit d'hôpital. Non, il ne le permettrait pas. Mais Alexandre savait que l'émotion sans stratégie menait à l'échec. Son père disait toujours « Fils, la colère sans intelligence, c'est de l'essence sans moteur. Ça fait du bruit, mais ça ne t'emmène nulle part. » Il lui fallait des preuves concrètes, des preuves irréfutables, enregistrer des conversations, documenter des transactions, identifier chaque personne impliquée, bâtir un dossier solide avant de révéler qu'il était conscient, parce que s'il montrait son jeu trop tôt, il reculerait, dissimulerait les traces, inventerait des excuses, et il perdrait le seul avantage qu'il avait, l'effet de surprise. Le désir le plus profond d'Alexandre n'était pas la vengeance, c'était la justice. Il y avait une différence fondamentale. La vengeance était émotionnelle, destructrice, vide. La justice était la restauration de l'ordre, la protection d'autres victimes potentielles, la garantie que les prédateurs feraient face aux conséquences. Il voulait que chaque personne impliquée réponde légalement de ses actes. Mais au-delà de la justice légale, Alexandre portait une douleur plus personnelle. 3 ans, 1095 jours aux côtés d'une femme qu'il croyait aimer. Combien de ces jours avaient été authentiques? Y avait-il eu un seul moment de vérité? Quand elle souriait au petit déjeuner, pensait-elle à son argent? Quand elle disait « je t'aime » avant de dormir, ne faisait-elle que maintenir la farce? Les souvenirs prenaient un sens nouveau. Cette fois, 8 mois plus tôt, où Élise avait demandé nonchalamment des détails sur ses investissements offshore. Il avait trouvé son intérêt pour ses affaires charmant. Il comprenait maintenant que c'était du repérage stratégique, ou quand elle avait suggéré de changer l'avocat de la famille pour un plus moderne. Alexandre avait refusé, Dieu merci, mais s'il avait accepté, il serait complètement vulnérable aujourd'hui. Les appels téléphoniques. Élise avait toujours de longs appels, auxquels elle répondait en sortant de la pièce. « C'est pour l'organisation du gala », disait-elle. Des histoires de logistique ennuyeuses. Il respectait son espace, ne questionnait jamais quel idiot il avait été. Ses appels étaient-ils avec le complice? Avec l'amant, peut-être? L'idée d'une trahison romantique ajoutée à la trahison financière le brûlait comme de l'acide. Et les voyages. Élise partait une fois par mois pour voir sa mère malade en province. Alexandre proposait de l'accompagner, elle refusait toujours gentiment. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Elle est gênée par les visites. J'irai seule. » Y avait-il une mère malade? Ou était-ce des rendez-vous secrets pour planifier sa destruction? L'intérêt soudain qu'elle avait porté à ses associés 3 mois plus tôt devenait logique aussi. Elle avait insisté pour participer au dîner d'affaires. Poser des questions sur la structure de l'entreprise, noter des noms. À l'époque, Alexandre était fier de sa curiosité intelligente. Il voyait maintenant l'intelligence prédatrice derrière. Mais au milieu de cette tempête de trahison, Alexandre nourrissait un frêle espoir. Il devait trouver au moins une personne vraie autour de lui, un employé loyal, un ami sincère, quelqu'un qui ne soit pas contaminé par cette pourriture. Parce que si tout son entourage était faux, alors sa capacité à juger le caractère des gens était complètement brisée. Et ce serait plus dévastateur que de perdre son argent. Son comptable, Gérard, travaillait avec lui depuis 15 ans. Était-il fiable? Sa secrétaire Sandrine connaissait chaque détail de son agenda. Était-elle compromise? Son meilleur ami depuis l'université, Benoît, qui était en voyage et ne savait même pas encore pour l'accident. Pouvait-il lui faire confiance? Alexandre devait tester chacun d'eux, soigneusement, subtilement, découvrir qui était resté intègre, parce que son plan dépendait d'alliés. Il ne pourrait pas démanteler cette conspiration seul, allongé sur un lit d'hôpital, feignant l'amnésie. Il lui fallait des yeux à l'extérieur, des mains fiables, des gens qui agiraient discrètement pendant qu'il collectait des informations de l'intérieur. Le moniteur cardiaque bipa doucement. Alexandre contrôla sa respiration. Il ne pouvait pas laisser l'anxiété accélérer son cœur et le trahir. Des pas dans le couloir. L'infirmière du matin entrait pour la visite de routine.
Alexandre resta parfaitement immobile, visage détendu, respiration profonde. Elle vérifia les constantes, nota quelque chose sur son dossier, ajusta la perfusion. « Pauvre homme !» murmura-t-elle à voix basse. Si jeune encore, la porte se referma. Alexandre ouvrit les yeux d'une fente minime. Son désir était désormais limpide. Découvrir toute la vérité, protéger son héritage, garantir la justice et trouver qui méritait encore sa confiance. Mais entre le désir et la réalisation, il y avait un abîme rempli d'obstacles qu'il n'imaginait même pas encore complètement. La réalité des obstacles commença à se matérialiser dans les heures qui suivirent. Alexandre ne luttait pas simplement contre des gens. Il luttait contre tout un système conçu pour le maintenir vulnérable. Le docteur Mercier entra dans la chambre à 9 heures du matin. Il tenait une seringue remplie d'un liquide transparent. « Maintenons notre patient confortable », dit-il à l'infirmière, d'une voix professionnelle et distante. Alexandre sentit la substance froide entrer dans sa veine par le cathéter. En quelques minutes, un brouillard épais envahit son esprit. Une somnolence forcée, les pensées devenant lentes, traînantes. Il lutta pour rester conscient, mais c'était comme nager contre un courant implacable. 3 heures se perdirent dans des limbes brumeux. Quand la clarté revint partiellement, Alexandre comprit le premier obstacle brutal. Le médecin contrôlait ses médicaments. Il pouvait le maintenir sédaté, confus, incapable de penser clairement. Combien de fois par jour cela se produirait-il? Comment collecter des informations et planifier des stratégies s'il passait la moitié du temps drogué? Pire encore, si Mercier se doutait qu'il était conscient, il suffirait d'augmenter la dose. Overdose accidentelle. Un patient de plus qui n'avait pas résisté au traumatisme. Alexandre était littéralement à la merci d'un assassin en blouse blanche. Le deuxième obstacle arriva l'après-midi. Élise entra, accompagnée d'un homme en costume gris, portant une mallette en cuir. « Le docteur Mercier a dit que nous pouvions commencer les procédures légales », expliqua-t-elle à l'homme. « Vu son état, j'ai besoin d'une procuration pour gérer les affaires. » L'avocat hocha la tête, sortant des documents de sa mallette. « Compte tenu de l'incapacité mentale temporaire, nous pouvons demander une tutelle d'urgence. Avec 2 expertises médicales et votre position de fiancé, le processus est relativement rapide. » Élise sourit. Ce sourire qu'Alexandre avait un jour trouvé charmant. « Combien de temps ? 3 à 5 jours ouvrés. Ensuite, vous aurez le contrôle total des comptes, des entreprises, des investissements. » De tout, Alexandre sentit le poids de l'obstacle du temps. Il n'avait pas des mois pour enquêter. Il n'avait pas des semaines. Il avait des jours, peut-être seulement 72 heures, avant que des documents irréversibles ne soient signés et que son empire ne passe aux mains de prédateurs. La pression était suffocante. Élise se pencha sur lui embrassa le front. Le geste intime, rempli de fausseté. « Ne t'inquiète pas, mon amour, je vais m'occuper de tout. » Après leur départ, Alexandre tenta de bouger discrètement le bras. Une douleur aiguë lui traversa l'épaule. Les blessures de l'accident étaient réelles. Côte fracturée, contusion sur tout le corps. Chaque mouvement était une agonie. Comment s'échapperait-il physiquement si nécessaire? Comment se défendrait-il s'il découvrait sa farce? La vulnérabilité physique était le 3e obstacle. Il était prisonnier de ce lit, non seulement par choix stratégique, mais par limitation réelle. La nuit, quand les lumières du couloir baissèrent, Alexandre réalisa un autre problème. Une caméra de surveillance dans le coin supérieur de la chambre. Petite, discrète mais présente. Surveillance constante. Il ne pouvait risquer aucun mouvement qui trahirait sa conscience, ni ouvrir complètement les yeux, ni atteindre le téléphone sur la table s'il en avait un, ni prendre des notes. Rien. Il était dans une prison de verre où chaque seconde était observée. L'infirmière de nuit entra, différente de celle du matin, plus jeune, moins sympathique. Elle vérifia les appareils avec une efficacité mécanique et sortit sans un mot. Pas même la compassion humaine basique d'un pauvre homme. Juste une procédure froide. Alexandre se sentit complètement seul, isolement absolu. Personne au monde ne savait qu'il était conscient. Personne ne pouvait l'aider. S'il criait maintenant, qui le croirait?
Élise convaincrait tout le monde que c'était des délires post-traumatiques. Mercier confirmerait avec son jargon médical. Ils augmenteraient la sédation. Fin. La solitude était un obstacle psychologique dévastateur. Ses pensées dérivèrent vers des doutes corrosifs. À qui pouvait-il faire confiance pour demander de l'aide? Chaque nom qu'il considérait s'accompagnait d'incertitudes. Gérard, le comptable? 15 ans de service, oui, mais il avait récemment acheté une maison coûteuse. D'où venait l'argent? Sandrine, la secrétaire? Loyale en apparence, mais elle avait accès à tout. Pouvait-elle vendre des informations? Benoît, le meilleur ami? Il était en voyage en Europe. Et si ce voyage était un alibi planifié, être loin quand l'accident se produirait? Alexandre détestait ses soupçons. Ils empoisonnaient chaque souvenir, chaque relation. Mais il ne pouvait plus se permettre la naïveté. La confiance aveugle l'avait presque tué. L'obstacle de la méfiance était aussi paralysant que les contraintes physiques. Un son soudain le tira de ses réflexions. Sa propre respiration s'était accélérée. Le moniteur cardiaque se mit à biper plus vite. Merde! Ses émotions affectaient ses signes vitaux. Alexandre se concentra intensément. Respiration profonde, lente, contrôlée. Le rythme ralentit graduellement. Encore un obstacle. Le contrôle émotionnel absolu. Un moment de colère, de peur ou d'anxiété pouvait le trahir via les machines connectées à son corps. La porte s'ouvrit brusquement. L'infirmière revint, vérifia les moniteurs en fronçant les sourcils. « Légère tachycardie », murmura-t-elle en prenant des notes. Elle injecta quelque chose dans le cathéter, plus de sédatif probablement. Le brouillard revint, les pensées s'embrouillant. Quand Alexandre retrouva sa clarté, c'était l'aube. L'horloge au mur indiquait 3h47. Combien d'heures perdues cette fois? Les médicaments ne limitaient pas seulement sa capacité d'agir, ils volaient un temps précieux. Il fit un calcul mental sombre. S'il passait la moitié de la journée sédaté et qu'il n'avait que 3 jours ouvrés avant que les documents ne soient validés, il ne lui restait en fait que 36 heures de conscience utile. 36 heures pour démanteler une conspiration complexe impliquant plusieurs personnes, collecter des preuves, identifier des alliés et protéger un empire de millions. Impossible. Le désespoir commença à s'insinuer. Il serait plus simple d'abandonner, de se réveiller maintenant, de les confronter tous, d'accepter le chaos qui s'ensuivrait. Mais alors, Élise contrôlerait le récit. Le traumatisme crânien a causé de la paranoïa, dirait-elle. Mercier confirmerait. Il le déclarerait mentalement incapable, l'internerait dans une clinique psychiatrique pendant qu'il pillait ses comptes. Non. Abandonner n'était pas une option, mais les obstacles étaient monumentaux. Temps compté, contrôle médical, surveillance constante, isolement total, fragilité physique, méfiance paralysante, médicaments débilitants. Et puis, au 3e jour de sa farce, quelque chose se produisit qui allait tout rendre encore plus difficile. La porte de la chambre s'ouvrit à 10h du matin, le 3e jour. Élise entra, mais elle n'était pas seule. Un homme grand, cheveux sombres, parfaitement coiffé, costume italien impeccable. Alexandre reconnut la silhouette instantanément. Son cœur faillit s'arrêter. Marc Richard, son meilleur ami depuis l'âge de 19 ans. « Tu es sûr qu'on peut parler ici ?» demanda Marc, fermant la porte derrière lui. Élise vérifia le couloir par le petit hublot de verre. Mercier a garanti la double dose de sédatif il y a 1 heure. Il n'entend rien. Regarde-le. Alexandre garda les yeux clos, la respiration profonde et contrôlée. Chaque fibre de son être hurlait de se lever, de frapper ce visage qu'il connaissait depuis 23 ans. Mais il resta immobile comme la pierre. Marc s'approcha du lit, observa Alexandre de haut en bas. Pathétique, le grand Alexandre Dubois réduit à l'état de légume. Élise rit, pas un rire contenu, une véritable gorge déployée, cruelle, pleine de dédain. Tu aurais dû voir sa tête quand je l'ai demandé en mariage. Ses petits yeux qui brillaient d'émotion. J'ai failli avoir pitié. Failli? Marc haussa un sourcil. Failli. Puis je me suis souvenu des 80 millions et la pitié s'est envolée. Ils rirent ensemble.
Le son résonna dans la chambre comme du verre brisé. Marc tira une chaise, s'assit confortablement près du lit, si proche qu'Alexandre pouvait sentir l'odeur de son parfum coûteux, le même parfum qu'Alexandre lui avait offert à Noël dernier. « Honnêtement, j'ai douté au début, » dit Marc, croisant les jambes. « Quand tu es arrivé il y a 2 ans en disant que tu avais un plan pour ferrer Alexandre, j'ai trouvé ça trop ambitieux. Mais toi, ma chère, tu es une artiste. » Élise fit une révérence théâtrale. « Merci, merci, mais admets que tu mérites aussi des lauriers. Qui a présenté la douce Élise, coordinatrice de charité aux millionnaires bienveillants? Qui a glissé toutes ces conversations anodines sur elle pendant nos happy hours? Touché, on forme une bonne équipe. » Elle s'approcha de Marc, passa ses doigts dans ses cheveux, puis elle se pencha et l'embrassa. Pas un baiser chaste, un baiser d'amant, de complicité, d'une intimité construite au fil des ans. Alexandre sentit la bile lui monter à la gorge. Il déglutit avec difficulté, il ne pouvait pas vomir, il ne pouvait pas réagir. Quand ils se séparèrent, Élise s'assit sur les genoux de Marc. Là, à moins de 2 mètres de l'homme qu'elle avait promis d'aimer jusqu'à la mort. « Depuis combien de temps on prépare ça, à ton avis, mon amour ?» demanda-t-elle à Marc, jouant avec sa cravate. « Voyons voir. On a commencé à sortir ensemble 3 ans avant que je te présente à lui. Donc, 5 ans ? 5 ans à bâtir le plan parfait. 5 ans à t'écouter te plaindre de ton petit ami riche qui ne t'incluait jamais dans ses affaires. » Marc leva les yeux au ciel. « Oh oui, Marc, tu es mon meilleur ami. Mais les affaires, c'est les affaires. Je ne peux pas mélanger. Comme si j'étais incompétent, comme si mon MBA de l'INSEAD ne valait rien. »« Il t'a toujours cru inférieur, » murmura Élise en lui embrassant le cou. « Je sais. Mais maintenant, qui est sur le lit d'hôpital à ressembler à un idiot? Ce n'est pas Marc Richard. » Alexandre voulait hurler. Hurler qu'il avait offert à Marc de devenir associé 3 fois. 3 fois. Et Marc avait refusé, disant qu'il préférait rester indépendant. Mensonge. Tout était mensonge pour ne pas éveiller les soupçons pendant qu'il planifiait ça. Élise se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « Tu te souviens quand on a simulé notre dispute devant lui, il y a 8 mois, la performance digne d'un Oscar ?» sourit Marc. « Quand j'ai fait semblant d'être furieux parce que tu consacrais trop de temps à Alexandre et qu'on a failli briser notre amitié ?» Exactement. L'idiot utile était si inquiet. Il a passé des semaines à essayer de nous réconcilier, disant que notre amitié était trop importante. Pendant ce temps, on riait dans notre penthouse secret à Neuilly, en dépensant l'argent que j'avais emprunté sur ses comptes. Alexandre traita l'information. Marc avait accès à ses finances. Comment? La réponse vint quelques secondes plus tard. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies réussi à cloner ces mots de passe, » dit Élise. « Facile. Soirée poker chez moi, beaucoup de whisky. Il était ivre en tapant le code de son téléphone. Une caméra cachée a tout enregistré. À partir de là, accès à ses emails, au système, à tout. Et son comptable n'a jamais remarqué les transferts. Gérard, s'il te plaît, ce vieux est à 2 ans de la retraite. Il vérifie à peine les relevés. Il signe juste ce que je lui mets sous le nez. » Élise applaudit. « Brillant. Simplement brillant. Donc, récapitulons notre plan magistral. Je conquiers le cœur du prince charmant, tu siphonnes discrètement les ressources des entreprises, on crée de fausses dettes à son nom auprès d'usuriers fictifs qui sont en fait nous, et quand le château de cartes est sur le point de s'effondrer. Un accident bien pratique, compléta Marc. Camion sans frein, route isolée. J'ai acheté le chauffeur pour 50 000. L'argent d'Alexandre lui-même, ironiquement. Ils éclatèrent de rire. Alexandre n'avait jamais ressenti une telle humiliation. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était du théâtre, une performance élaborée sur des années. Chaque moment de prétendue amitié avec Marc était une farce. Chaque déclaration d'amour d'Élise était une réplique apprise. 3 ans à dormir aux côtés d'une actrice consommée. 23 ans d'amitié avec un sociopathe envieux.
Et le meilleur dans tout ça, continua Élise, vérifiant ses ongles parfaitement manucurés, c'est qu'il est mort en croyant qu'il était aimé. Il est mort heureux, au fond. Techniquement, il n'est pas encore mort, souligna Marc. Détail technique. Mercier a dit que les procédures commençaient demain. Overdose de morphine. Arrêt cardiaque. La famille accepte. Le corps est incinéré avant que quiconque ne pose de questions. Et dans une semaine, ma chère fiancée éplorée hérite de tout. De notre héritage, mon amour. 40 millions chacun, plus les entreprises que nous vendrons. J'ai calculé environ 120 millions au total. Marc se leva, alla jusqu'au lit, se pencha sur Alexandre. Son visage était à quelques centimètres. « Tu sais, Alexandre, si tu pouvais m'entendre, je voudrais te dire merci. Merci d'être si prévisible, si confiant, si stupidement généreux. Les hommes comme toi facilitent la vie des hommes comme moi. » Il tapota la joue d'Alexandre, légèrement, moqueusement. Élise le rejoignit. « Je dois admettre qu'il y a eu des moments difficiles. Il y a eu cette nuit où il voulait faire l'amour, et je venais de coucher avec toi. J'ai failli vomir, mais je me suis retenu. Actrice professionnelle, tu mérites tous les Césars du monde, ma chérie. » Elle regarda Alexandre avec une expression de fausse tristesse. « Adieu, mon cher fiancé imbécile. Merci pour les 3 années les plus lucratives de ma vie. Tu as été un excellent investissement. » Elle lui embrassa le front. Le même geste affectueux qu'elle répétait quotidiennement. Marc et Élise se dirigèrent vers la porte. Avant de sortir, il jeta un dernier regard en arrière. Demain à la même heure, tout sera réglé. Enfin libre, la porte se referma. Silence absolu. Une larme s'échappa de l'œil droit d'Alexandre, glissa lentement le long de sa tempe, mouilla l'oreiller. 23 ans d'amitié, 3 ans d'amour, tous basés sur des mensonges méticuleusement construits. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un, à cet instant précis, écoutait chaque mot de cette conversation par un moyen qu'aucun d'eux n'imaginait. Alexandre resta paralysé de longues minutes après la fermeture de la porte. Son corps était immobile, mais son esprit était un ouragan de douleur, de rage et de destruction émotionnelle. Chaque mot de cette conversation réverbérait comme un marteau frappant ses os déjà fracturés. 23 ans. Il avait rencontré Marc le premier jour de cours à l'université. 2 jeunes hommes sans le sou, essayant de survivre dans une grande école pleine de fils d'entrepreneurs. Ils partageaient leurs repas, étudiaient ensemble jusqu'à l'aube à la bibliothèque. Marc avait été son témoin lorsqu'Alexandre avait lancé sa première entreprise. Alexandre lui avait prêté de l'argent quand Marc devait payer le traitement de sa mère malade. Du moins, c'est ce que Marc avait dit à l'époque. Sa mère était-elle vraiment malade? Ou ces 20 000 euros avaient-ils servi à financer des dîners romantiques avec Élise pendant qu'il planifiait sa destruction? La mémoire frappa sans pitié. 3 ans plus tôt, au gala de charité, Marc avait insisté pour qu'Alexandre vienne. « Tu travailles trop, mec. Tu dois rencontrer des gens, sortir un peu. » L'insistance prenait maintenant un sens cruel. C'était le jour de présenter l'appât aux poissons. Et Alexandre avait mordu. Mordu de toutes ces forces d'homme seul qui croyaient en la bonté humaine. Élise, mon Dieu, Élise, 1095 jours à ses côtés. Il repassait chaque moment à travers le prisme empoisonné de la vérité. Leur premier baiser sous les étoiles sur la plage. Elle avait souri timidement, dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité avec quelqu'un. Mensonge répété. Elle avait probablement embrassé Marc quelques heures avant, la première fois qu'ils avaient fait l'amour. Elle avait pleuré après, dit que c'était trop spécial, qu'elle n'aurait jamais imaginé se connecter si profondément avec quelqu'un. Une performance digne d'un Oscar, comme l'avait dit Marc. Et Alexandre, idiot émotionnel, avait cru ses larmes authentiques. Combien de fois avait-elle quitté son lit pour aller directement dans les bras de Marc? Combien de messages « Bonne nuit, mon amour » envoyait-elle à Alexandre alors qu'elle était littéralement allongée sur le torse de son complice? L'humiliation brûlait plus que toute douleur physique de l'accident. Alexandre se souvint de la fois où il avait surpris Élise en train de pleurer dans la salle de bain 6 mois plus tôt. Inquiet, il avait insisté pour savoir ce qui n'allait pas. Elle avait avoué être émue parce qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait vraiment.
pas pour son apparence ou par intérêt. Elle lui avait pris les mains, l'avait regardé dans les yeux, juré qu'elle ne le quitterait jamais, mensonge sur mensonge sur mensonge, et les petits détails qu'il avait ignorés. Cette marque violette sur son cou qu'elle avait justifiée par s'être cognée dans l'armoire. Un soupçon de marque. Les messages qu'elle effaçait rapidement quand il entrait dans la pièce. Les week-ends de voyages caritatifs dont elle revenait étrangement fatiguée. Tous les signaux étaient là, clignotant en rouge néon. Mais Alexandre avait choisi de ne pas voir parce qu'il faisait confiance, parce qu'il croyait que les bonnes personnes existaient, parce que son père lui avait toujours dit « Fais confiance jusqu'à ce qu'on te donne une raison de ne pas le faire ». Eh bien, maintenant, il avait assez de raisons pour remplir un stade. La colère commença à bouillir dans sa poitrine. Pas une colère ordinaire, une fureur ancestrale, primordiale, du genre qui fait soulever des voitures à des hommes pour sauver leurs enfants. Mais il ne pouvait rien soulever, il ne pouvait pas crier, il ne pouvait pas briser d'objets, il ne pouvait même pas serrer les poings. Il devait rester là, immobile, respirant calmement, pendant que son monde s'effondrait intérieurement. Le moniteur cardiaque se mit à biper plus vite. Merde, les émotions accéléraient encore son cœur. Alexandre ferma les yeux plus fort, se concentra. Respiration, inspiration, 1, 2, 3, 4. Expiration, 1, 2, 3, 4. Inspiration, expiration. Graduellement, les battements ralentirent. Contrôle. Il avait besoin d'un contrôle absolu. Il ne pouvait pas se permettre un effondrement émotionnel maintenant. Pas quand il venait de découvrir qu'il lui restait moins de 24 heures avant que Mercier n'exécute le overdose de morphine. 24 heures à vivre. La réalité le frappa comme une enclume. Il ne volait pas seulement son argent. Il planifiait son meurtre. Demain, à 7 heures, il serait mort. Corps incinérés avant que quiconque ne pose de questions. Élise porterait du noir à l'enterrement, verserait de fausses larmes, recevrait les condoléances tout en comptant mentalement l'argent. Et Marc, il ferait probablement un discours émouvant sur « Mon meilleur ami, mon frère ». Peut-être même verserait-il quelques larmes de crocodile pour les faits. La nausée monta dans la gorge d'Alexandre. Il ravala la bile, se força à ne pas vomir. Vomir trahirait sa conscience. Mais la douleur physique à l'estomac n'était rien comparée à la douleur émotionnelle qui lui déchirait la poitrine. C'était comme si on lui avait ouvert les côtes pour lui arracher le cœur encore battant. Exposition totale, vulnérabilité absolue. Toute sa vie, il avait travaillé pour construire quelque chose de significatif. Pas seulement la richesse, mais un héritage. Des entreprises qui employaient des centaines de familles. Des projets sociaux qui changeaient des vies. Il voulait qu'on se souvienne de lui, comme d'un homme qui avait fait une différence. Maintenant, on se souviendrait de lui comme de l'idiot qui s'était fait avoir par sa fiancée et son meilleur ami. L'humiliation de cette perspective était écrasante. Quand la vérité finirait par éclater, et elle éclate toujours, les gens commenteraient lors des soirées, des dîners, des réunions. Pauvre Alexandre, si brillante en affaires, si stupide en amour. Mais quelque chose commença à changer en lui. Au fond de la douleur, de la rage, de l'humiliation, une braise se mit à luire. Petite, mais grandissante. La détermination, il l'avait sous-estimée. Il le pensait inconscient, sans défense, à leur merci. Erreur fatale. Alexandre Dubois n'avait pas bâti un empire en étant un homme qui abandonne facilement. Il n'avait pas survécu à la pauvreté, à la concurrence brutale du marché, à 2 crises économiques en étant faible. Il était le fils de Michel Dubois, le mécanicien qui n'avait jamais baissé la tête devant personne, le petit-fils de Jean Dubois, qui avait fui la misère de sa campagne avec 3 enfants et reconstruit sa vie à partir de zéro à Paris. Le sang de lutteur coulait dans ses veines, et les lutteurs ne meurent pas couchés. La douleur émotionnelle commença à se transformer en carburant. Chaque souvenir humiliant devint une brique dans le mur de sa détermination. Chaque mensonge découvert renforçait sa résolution. Alexandre fit une promesse silencieuse, là, sur ce lit d'hôpital, les côtes brisées et le cœur en miettes. Il paierait, pas par la violence, mais par la justice. Pas par une vengeance émotionnelle,
mais par des conséquences légales dévastatrices. Il s'assurerait qu'Élise, Marc et Mercier répondent de chaque accusation possible, tentative d'assassinat, fraude, association de malfaiteurs, vol, falsification de documents, tout. Mais pour cela, il devait survivre aux prochaines 24 heures. Il avait besoin d'aide, il avait besoin de quelqu'un qui soit encore humain dans ce monde de prédateurs. Des larmes coulèrent au coin de ses yeux. Cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la résolution. La porte s'ouvrit, des pas légers, le doux parfum de la lavande. L'infirmière de nuit entra. Hélène indiquait son badge. Elle s'approcha du lit, vérifia les moniteurs. Et puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle se pencha et murmura si bas que c'était presque inaudible. « Je sais que vous êtes réveillés, et je sais qu'ils veulent vous tuer. Clignez une fois si vous avez besoin d'aide. » Le cœur d'Alexandre faillit exploser. Lentement, prudemment, il cligna. « Une fois, si vous avez ressenti sa douleur à ce moment, laissez votre like maintenant. Et dans les commentaires, écrivez « Justice » si vous croyez qu'il mérite de gagner. Votre énergie compte pour la suite de cette histoire. Hélène recula légèrement, gardant une expression professionnelle, au cas où quelqu'un regarderait par le hublot de la porte. Mais ses yeux montraient quelque chose qu'Alexandre n'avait pas vu depuis des jours, une compassion sincère. « Restez calme », murmura-t-elle tout en ajustant la perfusion, feignant une procédure de routine. « Ne réagissez pas. Je vais vous dire comment j'ai découvert et ensuite je vous expliquerai comment je peux aider. » Alexandre resta absolument immobile, mais chaque cellule de son corps était en alerte maximale. L'espoir. Enfin, l'espoir. Hélène vérifia le moniteur cardiaque, puis continua à voix très basse. « Je travaille ici depuis 32 ans. J'ai vu 7 cas de coma. Je sais faire la différence entre un patient inconscient et un patient qui fait semblant. » Elle désigna discrètement le coin de son œil. Les micro-expressions. Quand cette femme dit certaines choses, vos muscles faciaux réagissent, de quelques millimètres. Imperceptible pour les profanes. Elle prit le dossier, y nota quelque chose, continua de parler tout en écrivant. De plus, votre rythme cardiaque change à des moments spécifiques. Quand elle entre dans la chambre, il s'accélère. Quand elle sort, il ralentit. Un schéma cohérent depuis 3 jours. Un patient dans le coma n'a pas de réactions émotionnelles aux visiteurs. Alexandre voulait la prendre dans ses bras, il voulait pleurer de soulagement, mais il resta immobile. Hélène se pencha comme si elle vérifiait ses pupilles avec une petite lampe. Sa voix se fit encore plus basse. Et aujourd'hui, il y a une demi-heure, je rangeais des médicaments dans l'armoire du couloir. La porte de cette chambre n'était pas complètement fermée. J'ai tout entendu. Leur plan, l'amant, le meurtre programmé pour demain. Elle éteignit la lampe, se redressa. Normalement, je signalerais cela à ma supérieure, mais j'ai découvert quelque chose ces derniers jours. Pause délibérée. Le docteur Mercier a des antécédents. Il y a 3 ans, un patient riche est mort sous ses soins dans des circonstances suspectes. La famille a tenté d'enquêter, mais le dossier était parfaitement en règle, classé comme mort naturelle. L'estomac d'Alexandre se noua. Mercier était un assassin professionnel. Hélène vérifia le couloir par la fenêtre. Vide. Elle reporta son attention sur Alexandre. J'avais des soupçons à l'époque, mais je n'ai rien pu prouver. Maintenant, je suis sûr. Il fait ça. Il tue des patients riches pour l'argent. Elle serra doucement son bras. Mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, il n'y arrivera pas. Alexandre sentit une larme s'échapper. Hélène l'essuya délicatement avec une compresse, comme si cela faisait partie de la procédure. « Je vais vous aider, mais j'ai besoin de savoir. Avez-vous quelqu'un de confiance à l'extérieur? Un avocat, un comptable, quelqu'un qui puisse agir en votre nom ?» Alexandre cligna une fois. « Oui, très bien. Pouvez-vous bouger les doigts? Pourriez-vous taper un numéro si je vous apportais un téléphone ?» Il bougea légèrement l'index droit, douleur aiguë mais fonctionnelle. Hélène sourit pour la première fois. « Parfait. Mon service se termine à 6 heures du matin, mais je reviens à 22 heures. J'apporterai un téléphone caché. Vous aurez 15 minutes pour passer des appels ou envoyer des messages pendant que je ferai une double ronde à l'étage.
Vous pouvez le faire ?» Alexandre cligna une fois. Des pas dans le couloir. Hélène reprit immédiatement son air professionnel, ajustant les couvertures, vérifiant l'équipement. La porte s'ouvrit. Élise entra, un magazine de mode à la main. « Bonsoir », dit-elle à Hélène d'une voix mielleuse. « Comment va-t-il ?»« Stable. Signes vitaux normaux. Pas de changement. »« Parfait. » Élise s'assit sur la chaise près du lit. « Je vais rester un peu avec lui. Lui faire la lecture pour lui tenir compagnie, vous savez ?» Hélène hocha la tête. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur le bouton. » Elle sortit, fermant doucement la porte. Élise attendit 10 secondes, puis jeta le magazine sur la table. « Quelle corvée !» murmura-t-elle en prenant son téléphone. Elle commença à faire défiler les réseaux sociaux, complètement désintéressée par son fiancé à côté. Alexandre observait à travers ses paupières presque closes. C'était la vraie Élise, ennuyée, froide, attendant patiemment sa mort comme on attend un bus en retard. Elle resta 20 minutes, bâillant, vérifiant l'heure à plusieurs reprises. Finalement, elle se leva. « Au revoir, chérie. Demain, c'est le grand jour. » Elle lui embrassa le front mécaniquement. « Ton dernier jour, en fait. » Elle sortit en riant doucement. Quand le couloir redevint silencieux, Alexandre s'autorisa à respirer différemment. Hélène savait. Hélène allait l'aider. Il n'était pas complètement seul. Mais l'espoir s'accompagnait d'une nouvelle prise de conscience. Il dépendait d'une infirmière de 60 ans qu'il connaissait depuis 3 jours. Sa vie était littéralement entre les mains d'une inconnue. Pourquoi faisait-elle cela? La bonté pure existait-elle? Ou était-ce un autre piège, plus élaboré encore? La paranoïa murmurait son venin. Et si Hélène faisait partie du plan? Si elle gagnait sa confiance pour quelque chose de pire? Non. Il devait faire confiance, il devait prendre le risque, parce que l'alternative était une mort garantie en moins de 24 heures. Les heures suivantes s'étirèrent comme des siècles. Alexandre repassa mentalement qui contacter en premier. Maître Lefebvre, son avocat personnel. Il travaillait avec lui depuis 10 ans, n'avait jamais donné de raison de se méfier. Lefebvre pourrait bloquer les documents, contacter la police, lancer une enquête. Ensuite, il devait prévenir Gérard, le comptable, pour geler tous les comptes. Même si Gérard était compromis, le protocole de sécurité exigeait une confirmation verbale d'Alexandre lui-même pour les gros mouvements. Il pourrait mettre cela en place. Et peut-être, juste peut-être, son jeune frère, Pierre, qui vivait en province. Il n'était pas proche, mais Pierre était honnête, travailleur, de la vraie famille. L'horloge marquait 21h45 quand la porte s'ouvrit à nouveau. Mercier entra, une seringue à la main. « Mettons notre patient à l'aise pour la nuit », dit-il à personne en particulier. Il s'approcha du cathéter. Alexandre vit le liquide transparent. Plus de sédatif, plus d'heures perdues. Il ne pouvait rien y faire. Accepter était la seule option. La substance froide envahit sa veine. Le brouillard familier commença à descendre. Avant de perdre complètement conscience, Alexandre eut une dernière pensée. À son réveil, il aurait peut-être 4 heures avant que Mercier n'exécute le meurtre. 4 heures pour sauver sa propre vie. L'obscurité l'engloutit. Quand il se réveilla, l'horloge indiquait 2h37 du matin. Presque 5 heures de perdu. La fenêtre montrait la nuit noire dehors. Et alors il vit Hélène, debout près du lit, tenant quelque chose de petit et rectangulaire à la main. Un téléphone portable. 15 minutes, murmura-t-elle. Commencez maintenant. Hélène plaça le téléphone dans sa main droite, ajustant ses doigts avec soin. La douleur irradia dans son poignet, mais Alexandre l'ignora. La douleur était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre de ressentir maintenant. J'ai mis la luminosité au minimum. La caméra ne captera rien depuis sa position. Mais soyez rapide, j'ai une ronde au 3e étage, ce qui me donne exactement 15 minutes avant qu'on ne remarque mon absence. Elle sortit, fermant la porte silencieusement. Alexandre ouvrit complètement les yeux pour la première fois en 3 jours. La faible lumière du téléphone illumina son visage. Des doigts tremblants composèrent le numéro de mémoire. Chaque mouvement était une agonie pour ses articulations blessées. 3 sonneries. 4. Réponds, s'il te plaît, réponds. Allô? Voix endormie.
irrité. Qui diable appelle à 2h30 du matin? Lefebvre. La voix d'Alexandre sortit rauque, affaiblie par des jours de silence. C'est moi. Silence absolu à l'autre bout. Alexandre! Mon Dieu, Alexandre, vous êtes conscient? L'hôpital a dit que vous étiez dans le coma. Écoutez, j'ai 10 minutes. Ne m'interrompez pas. Alexandre déversa tout. Élise. Marc. Mercier. Le plan d'assassinat prévu pour dans quelques heures. Les transferts frauduleux. Les 5 ans de conspiration. Chaque détail à une vitesse record. Lefebvre respirait lourdement à l'autre bout. Fils de... Ce Marc m'a toujours semblé faux, mais ça... Pause. Bruit de papier griffonné. D'accord, je note tout. Premièrement, je lance un blocage d'urgence sur tous vos comptes. J'ai l'autorisation en tant que votre véritable mandataire légal. Deuxièmement, je contacte un commissaire qui m'est redevable. Il est fiable, il ne divulguera rien. Troisièmement, il me faut des preuves. L'infirmière Hélène a entendu leurs aveux. Un témoin. Un témoin ne suffit pas pour une tentative d'assassinat prémédité. Il nous faut des enregistrements, des documents, des transferts tracés. Alexandre réfléchit vite, son cerveau tournant à plein régime, malgré les médicaments dans son système. Marc a dit qu'il avait cloné mes mots de passe. Il a accès au système de l'entreprise. Pouvez-vous tracer des accès non autorisés ces 2 dernières années? Je peux. Notre service informatique conserve les journaux de tout. S'il s'est connecté avec vos identifiants depuis des lieux ou des horaires suspects, ce sera enregistré. Faites-le et vérifiez les transferts vers des comptes offshore. Il a mentionné de l'argent emprunté. Il a probablement déplacé de petites sommes régulièrement pour ne pas attirer l'attention. Je note. Et concernant le médecin? Mercier. Hélène a dit qu'il a des antécédents. Un patient riche mort il y a 3 ans. La famille a tenté d'enquêter. Le nom de la famille? Je ne sais pas. Mais ça doit être dans les archives de l'hôpital. Vous pouvez... Des pas dans le couloir. Alexandre se figea. La poignée tourna. Il coupa l'appel instantanément, ferma les yeux, cacha le téléphone sous sa cuisse. La porte s'ouvrit. La lumière crue du couloir envahit la chambre. « J'ai oublié mon magazine », murmura Élise. Alexandre contrôla sa respiration, profonde, uniforme. Elle entra, prit le magazine sur la table, s'arrêta, le regarda. Des secondes qui parurent des heures. « Dors bien, chérie, pour la dernière fois. » Elle sortit, fermant la porte. Alexandre attendit 30 secondes éternelles. Reprit le téléphone. Ses mains tremblaient violemment maintenant. Il rappela. « Désolé, elle est revenue. J'ai failli faire une crise cardiaque ici. J'ai cru qu'il vous avait surpris. Pas encore. Combien de temps me reste-t-il? 6 minutes. J'ai besoin que vous installiez des micros dans la chambre, légalement. Comment obtenir ça? Une commission rogatoire pour enquête sur tentative d'assassinat. Mais ça prend des jours. Je n'ai pas des jours, j'ai des heures. Lefebvre respira profondément. Il existe un moyen. Ce n'est pas tout à fait légal, mais c'est recevable au tribunal, en cas d'urgence impliquant un péril de vie imminent. Je peux faire installer l'équipement en 3 heures. Mais si ça tourne mal, nous pouvons tous les deux être poursuivis. Faites-le. Vous êtes absolument certain, si ces accusations ne se confirment pas, Lefebvre. Il prévoit de me tuer par overdose de morphine à 10 heures ce matin. Pensez-vous que je risquerais tout si je n'en avais pas la certitude absolue? Lourde pause. Argument valable. D'accord. J'envoie une équipe technique déguisée en maintenance hospitalière à 6 heures du matin. Ils installeront des micros miniatures. Ensuite, il n'y aura plus qu'à attendre qu'ils s'incriminent. Et la police? Le commissaire Fournier. Je le connais depuis 15 ans. Il va me croire. Mais il lui faut un motif raisonnable pour entrer dans l'hôpital et arrêter un médecin et des civils sans scandale. Les enregistrements le lui donneront. Alexandre sentit une pièce du puzzle se mettre en place. Il y a autre chose. Gérard, mon comptable. Quoi, lui? Marc a dit qu'il vérifiait à peine les relevés. C'est vrai? Silence inconfortable. Alexandre, je ne voulais pas vous inquiéter, mais ces 6 derniers mois, j'ai remarqué que Gérard était négligent et l'oubli des réunions. Signe des documents sans les lire. J'ai pensé que c'était l'âge, la retraite qui approchait. Ou la corruption. Merde.
Vous pensez qu'il est impliqué? Je ne sais pas, mais je ne peux pas prendre le risque. Vous devez aussi geler ses accès. Fait. J'active le protocole de sécurité niveau 5. Tous les mouvements supérieurs à 1 000 € nécessiteront votre approbation verbale directe avec vérification biométrique de la voix. Parfait. 2 minutes, prévint Lefebvre. Dernière chose, mon frère Pierre, appelez-le, expliquez la situation, dites-lui de venir à l'hôpital, mais de ne pas entrer dans la chambre. Je veux de la vraie famille ici quand tout explosera. Notez. Autre chose? Alexandre réfléchit. Cerveau épuisé, corps endolori, temps compté. Oui, quand vous installerez les micros, assurez-vous qu'Hélène, l'infirmière, est protégée. Elle m'a sauvé la vie. Si quelque chose tourne mal, elle ne doit pas être inquiétée. Je l'inclurai comme témoin protégé dans le rapport au commissaire. Elle aura l'immunité totale. Des pas s'approchant à nouveau, plus rapide cette fois. Je dois raccrocher. Quelqu'un vient. Alexandre, attendez, une dernière chose. Vite. Vous êtes l'homme le plus courageux que je connaisse. Tenez bon. Dans 12 heures, tout sera fini. Merci, mon ami. Il raccrocha, cacha le téléphone. Hélène entra précipitamment, récupéra l'appareil, le glissa dans la poche de son uniforme. Vous avez réussi? Alexandre cligna une fois. Elle sourit, soulagée. Très bien. Maintenant, écoutez. Je vais changer votre médication. Au lieu du sédatif prescrit par Mercier, je vais utiliser du sérum physiologique simple. Vous serez plus alerte, mais vous devrez feindre d'être drogué quand il viendra. Vous pouvez le faire? Alexandre cligna à nouveau. Parfait. Et une dernière chose. Elle lui prit la main. Mon mari est mort il y a 5 ans dans des circonstances similaires. Coma soudain, un médecin qui assurait que tout était sous contrôle, une mort inattendue. Je n'ai jamais rien pu prouver, mais j'ai toujours su. Des larmes brillaient dans ses yeux. Aujourd'hui, je vous sauve, pour lui, pour toutes les autres victimes qui n'ont pas eu cette chance. Elle serra la main d'Alexandre, puis reprit son professionnalisme. Dormez maintenant, vraiment. Vous aurez besoin de chaque gramme d'énergie pour ce qui vous attend. Elle sortit silencieusement. Alexandre ferma les yeux. Mais cette fois, ce n'était ni peur ni désespoir. C'était quelque chose de différent. C'était le début de la fin pour Élise, Marc et Mercier. Les pièces bougeaient. Le piège se mettait en place. Et quand le soleil se lèverait dans quelques heures, ce serait le dernier jour de liberté pour eux trois. Alexandre s'autorisa un minuscule sourire. Il pensait être les chasseurs. Il n'avait pas réalisé qu'ils étaient devenus la proie. 6 heures du matin. Alexandre observa, à travers ses paupières mi-closes, 2 hommes en uniforme de maintenance entrer dans la chambre. L'un portait une caisse à outils, l'autre vérifiait quelque chose sur une tablette. Vérification de routine des systèmes de climatisation, dit l'un d'eux à l'infirmière de service. Hélène hocha la tête, observant. Ils travaillèrent pendant 12 minutes. Vérifièrent les grilles de ventilation, ajustèrent quelque chose au plafond, testèrent le thermostat. Pour un observateur occasionnel, c'était juste des techniciens en maintenance de routine. Mais Alexandre vit l'un d'eux positionner quelque chose de minuscule derrière le moniteur cardiaque. Un autre appareil fut discrètement installé à l'intérieur du luminaire près de la tête de lit. Les micros. Quand ils sortirent, l'un d'eux établit un très bref contact visuel avec Alexandre. Un signe de tête presque imperceptible. Message reçu. Tout était prêt. Hélène entra peu après, changea la perfusion comme promis. Du sérum physiologique. Pas de sédatif. Ils arrivent à 9 heures, murmura-t-elle en ajustant le goutte à goutte. Mercier, la fiancée et le complice. J'ai entendu leur conversation au poste de soins. Il a parlé de procédure finale. Alexandre cligna une fois en confirmation. La police et l'avocat sont positionnés à l'étage inférieur. Quand vous donnerez le signal, ils monteront en 90 secondes. Le signal, c'est de vous asseoir sur le lit. Simplement. Elle lui serra gentiment l'épaule. Vous allez y arriver. Je crois en vous. Les 3 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Alexandre. Chaque minute s'étirait comme une heure. Il repassait mentalement ce qu'il dirait, comment il réagirait, quelles expressions ils auraient quand la vérité exploserait. 8h53. Plusieurs paires de pas dans le couloir.
La porte s'ouvrit. Élise entra la première. Robe noire élégante, talons hauts, maquillage parfait. Déjà habillée pour l'enterrement, nota Alexandre avec une ironie amère. Marc suivait. Costume gris à fines rayures, bouton de manchette en or. Il exsudait une confiance prédatrice. Mercier ferma la marche. Blouse blanche impeccable, stéthoscope autour du cou, mallette médicale à la main. « Tu as fermé à clé ?» demanda Élise. Mercier tourna la clé. Le clic résonna dans le silence. « Verrouillé. Personne ne nous interrompra. » Marc s'approcha du lit, observant Alexandre avec un mélange de satisfaction et de dédain. « C'est donc aujourd'hui. » Enfin, Élise le rejoignit, croisa les bras. « Combien de temps ça va prendre ? J'ai un déjeuner prévu à 11 heures. » Mercier ouvrit sa mallette, en retira une seringue remplie d'un liquide ambré. Morphine concentrée. Dose 10 fois supérieure à la dose létale. Morte en approximativement 3 minutes. Arrêt cardiaque foudroyant. Je noterai cela comme une complication inattendue du traumatisme crânien. Il tint la seringue à la lumière, vérifia l'absence de bulles d'air. Parfait. Commençons. Il s'approcha du cathéter intraveineux d'Alexandre. Élise observait avec une expression ennuyée, comme quelqu'un qui regarde une publicité avant le début d'un film. Marc vérifia sa montre. 9h02. Notez l'heure exacte pour l'acte de décès. Mercier connecta la seringue au cathéter. Ses doigts se posèrent sur le piston prêt à injecter. Un dernier mot à dire à notre cher patient ? Élise se pencha sur Alexandre, sourit froidement. « Merci pour l'argent, chérie. Tu auras été utile jusqu'au bout. » Marc lui tapota la joue. « Et merci d'avoir été assez idiot pour me faire confiance. Honnêtement, c'était trop facile. » Mercier commença à pousser le piston. « Adieu, monsieur Dubois. » Et là, Alexandre ouvrit complètement les yeux. « Adieu, docteur Mercier. » Le médecin se figea. La seringue s'arrêta à quelques millimètres d'injecter le poison. Élise fit un bond en arrière, heurtant le mur. Son sac tomba au sol. Marc devint instantanément livide. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Alexandre s'assit lentement sur le lit. Chaque mouvement était une douleur atroce, mais il ne montra rien d'autre qu'une détermination glaciale. « Surprise, » dit-il, la voix basse mais ferme. Mercier tenta de reculer. Alexandre attrapa son poignet avec une force surprenante pour quelqu'un censé être dans le coma. « Pas si vite, docteur. Vous alliez me tuer. Je pense qu'il est juste que nous discutions quelques minutes avant que vous n'alliez en prison. Tu étais... » « Comment ?» bafouilla Élise. Alexandre se tourna vers elle. Son regard était de la glace pure. « Comment ? C'est simple. Je suis réveillé depuis 4 jours. J'ai tout entendu. Chaque mot, chaque plan, chaque mensonge que tu as raconté ces 3 dernières années. » Elle tenta de composer une expression de choc et de soulagement. « Alexandre, Dieu merci, tu vas bien. J'étais si inquiète, Tais-toi. » La froideur de sa voix trancha court à toute tentative de comédie. Marc retrouva sa voix, tenta l'agressivité. « Tu n'as aucune preuve. Ce sont des délires dus au traumatisme. On va appeler la sécurité et... » « La sécurité ?» Alexandre rit sans joie. « Excellente idée. Appelons-les. Mais d'abord, pourquoi ne pas revoir quelques moments intéressants de ces derniers jours ?» Il désigna le plafond. « Vous voyez ces grilles de ventilation ? Et le luminaire là ? Des micros haute définition. Installés il y a 6 heures. Ils enregistrent tout depuis. » Le sang quitta littéralement le visage de Marc. Élise regarda le plafond, puis Alexandre, puis Mercier. Il bluffe, il doit bluffer. Alexandre attrapa la télécommande sur la table de chevet, la pointa vers la télévision au mur, l'alluma. L'écran montra une image figée de la chambre elle-même. Angle supérieur, horodatage d'il y a 2 heures. Il appuya sur « Play ». Leurs propres voix emplirent la pièce. « Combien de temps ça va prendre ? J'ai un déjeuner prévu à 11 heures. Morphine concentrée, dose 10 fois supérieure à la dose létale. Merci pour l'argent, chérie. Tu auras été utile jusqu'au bout. » Chaque phrase était une condamnation enregistrée en haute définition avec un son cristallin. Alexandre mit sur pause.
Vous voulez que je continue? J'ai 4 heures d'enregistrement. Vous 3 planifiant mon assassinat. Élise avouant les 5 ans de farce. Marc admettant avoir cloné mes mots de passe et volé l'argent des entreprises. Mercier détaillant ses procédures sur des patients précédents. Il se leva du lit. Jambes tremblantes mais fermes. Fit 3 pas jusqu'à se retrouver face à Élise. 3 ans, Élise. 1095 jours. Combien de ces jours as-tu passé à planifier ma mort? Elle ne répondit pas. Elle le fixait, toute son arrogance évaporée. Réponds, rugit-il. Elle tressaillit. Tous, murmura-t-elle. Tous les jours. L'aveu plana dans l'air comme un poison. Alexandre se tourna vers Marc. Et toi, 23 ans d'amitié. Depuis quand tu préparais ça? Marc tenta de garder une certaine dignité. Depuis le jour où tu as vendu ta première boîte pour 80 millions et que tu n'as même pas pensé à partager avec moi. Depuis que j'ai réalisé que je serais toujours le second rôle dans ta putain de success story. Je t'ai offert d'être associé 3 fois. Tu m'as offert des miettes, 15% pendant que tu gardais 85%. Ce n'est pas un partenariat, c'est l'aumône. Alexandre secoua la tête, incrédule. Alors la solution, c'était de me tuer, de voler tout ce que j'ai construit. La solution, c'était de prendre ce qui aurait toujours dû être à moi. Mercier tenta discrètement d'atteindre la porte. Alexandre lui bloqua le chemin. Le docteur va rester. Après tout, il est la pièce maîtresse. Combien en avez-vous tué, Mercier? À part moi et le patient d'il y a 3 ans? Le médecin ne répondit pas. Il transpirait abondamment. Vous ne voulez pas parler? Très bien. La police va enquêter sur chaque mort suspecte sous vos soins ces 10 dernières années. Je suis sûr qu'ils trouveront des schémas intéressants. Alexandre marcha jusqu'à la porte, déverrouilla, ouvrit. Dans le couloir se tenaient Maître Lefebvre, le commissaire Fournier et 4 policiers en uniforme. « Messieurs, dit calmement Alexandre, j'ai 3 personnes ici qui aimeraient vous parler de tentative d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de fraude et de meurtre. » Les policiers entrèrent dans la chambre. Élise tomba à genoux, les mains jointes dans une supplication pathétique. « Alexandre, s'il te plaît, je peux expliquer, Expliquez ça au juge. » Un policier la releva, lui menotta les mains dans le dos. Marc tenta de fuir. 2 policiers le plaquèrent au sol en quelques secondes. Il se débattit, hurla des obscénités, fut traîné dehors en se débattant. Mercier tendit simplement les poignets. Il savait que c'était fini. Le commissaire Fournier s'approcha d'Alexandre. « Monsieur Dubois, j'aurais besoin que vous veniez au commissariat pour une déposition formelle. »« J'irai. Mais d'abord, » Alexandre se tourna vers les 3 individus emmenés. Élise, Marc, docteur Mercier. Ils s'arrêtèrent, regardèrent en arrière. « Vous avez sous-estimé le mauvais homme. » Les menottes cliquetèrent au poignet d'Élise. Le son métallique résonna comme un jugement final. Elle regarda ses propres mains entravées, puis Alexandre, puis à nouveau ses mains, comme si elle ne parvenait pas à intégrer ce qui se passait. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non, non. Ça ne peut pas arriver. » Sa voix monta en désespoir. « Alexandre, écoute, je ne voulais pas. Ils m'ont forcé, c'est Marc. Tout était son idée. » Marc, traîné par 2 policiers, se retourna, furieux. « Sale menteuse! C'est toi qui es venu me voir avec le plan. C'est toi qui as dit qu'il était une proie facile. Mensonge! C'est toi qui étais couvert de dettes. C'est toi qui avais besoin de l'argent. Vous 2 la ferme, ordonna le commissaire. Mais ils n'arrêtèrent pas. Le masque de la complicité était tombé, révélant la pourriture en dessous. Des prédateurs se retournant l'un contre l'autre quand la chasse avait échoué. « Ah, il m'a tout promis !» hurlait Élise alors qu'on la poussait dans le couloir. « Il a dit qu'on serait riche. Je n'aurais jamais fait ça seul. »« Parce que tu es une incapable !» hurla Marc en retour. « J'ai planifié chaque détail. Toi, tu devais juste écarter les jambes et jouer la comédie de l'amour. » Alexandre observait la scène avec un mélange de satisfaction amère et de profonde nausée. 3 ans à dormir aux côtés d'une femme qui discutait maintenant, à voix haute dans un couloir d'hôpital, de la façon dont écarter les jambes faisait partie du plan pour l'assassiner. L'humiliation brûlait. Mais la justice en marche brûlait plus fort. Hélène apparut dans le couloir.
Elle regarda Élise être emmenée, menottée, puis marcha jusqu'à Alexandre. Ses yeux étaient rouges, humides. « Vous avez réussi ?» dit-elle simplement. Alexandre la prit dans ses bras. Pour la première fois depuis des jours, il serrait un autre être humain avec une confiance sincère. « Nous avons réussi. Vous m'avez sauvé. Vous vous êtes sauvé vous-même. Je n'ai fait que tenir la lampe. » Lefebvre entra dans la chambre, inspecta Alexandre de haut en bas. « Mon Dieu, Alexandre, vous êtes debout. Les médecins disaient, les médecins ont menti. Mercier a menti. Tous ont menti. » Lefebvre hocha gravement la tête, puis ouvrit la mallette qu'il portait. « Nous avons tout trouvé. Des transferts frauduleux d'une valeur de 2,3 millions d'euros sur 18 mois. Marc a accédé à vos systèmes bancaires 147 fois, depuis des lieux non autorisés, des documents falsifiés, 3 tentatives de procuration qui ont été bloquées par un protocole de sécurité que, Dieu merci, vous aviez mis en place il y a 2 ans. Et Gérard, mon comptable ?» Lefebvre prit une mine compliquée. Gérard n'était pas impliqué. Il est juste, vieux, fatigué. Il aurait dû prendre sa retraite il y a des années. Quand je l'ai appelé à 3 heures du matin pour lui expliquer la situation, il a pleuré. Il a dit qu'il vous avait laissé tomber en ne remarquant pas les irrégularités. Alexandre sentit un soulagement mêlé de tristesse. Gérard était innocent, mais sa négligence avait failli y coûter une vie. Il va être renvoyé. C'est à vous de décider, mais je suggérerais une retraite anticipée avec une prime généreuse. Il a servi fidèlement pendant 15 ans, même si les derniers mois ont été problématiques. Alexandre hocha la tête. La vengeance contre un vieil homme fatigué ne l'intéressait pas. Dans le couloir, Mercier était interrogé par le commissaire. Sa posture avait complètement changé. Épaules voûtées, tête basse, il répondait aux questions d'une voix monotone. Le médecin arrogant qui allait injecter de la morphine létale quelques minutes plus tôt avait disparu, remplacé par un homme brisé qui savait que le reste de sa vie se passerait derrière les barreaux. « Docteur Mercier », disait le commissaire en consultant une tablette, « les dossiers de l'hôpital montrent que vous avez traité 23 patients fortunés ces 8 dernières années. Parmi eux, 7 sont décédés dans des circonstances douteuses. Nous allons enquêter sur chaque cas. Je vous recommande fortement de coopérer. » Mercier ne répondit pas. Il regardait juste le sol. Une femme âgée surgit au bout du couloir. Cheveux blancs, visage marqué par le temps. Elle s'arrêta en voyant Mercier, puis marcha d'un pas déterminé vers lui. « Vous, dit-elle, la voix tremblante d'une rage contenue, vous avez tué mon mari, il y a 3 ans. Je l'ai toujours su. » Mercier leva brièvement les yeux, puis les baissa à nouveau. « Madame Renaud, » commença le commissaire. « Il allait mieux !» cria-t-elle. « Les médecins disaient qu'il sortirait dans quelques jours. Et puis cet homme a repris le dossier et mon mari est mort de complications inattendues. » Elle cracha à ses pieds. « J'espère que vous pourrirez en prison. » Alexandre observa la scène et comprit. Il n'était pas la première victime. Il était juste le premier à avoir survécu pour raconter l'histoire. Combien de familles Mercier avait-il détruites? Combien de plans avait-il exécutés parfaitement avant aujourd'hui? Infirmières et médecins commençaient à se rassembler dans le couloir, attirés par l'agitation. Les murmures fusaient, comme une traînée de poudre. « C'est le docteur Mercier, arrêté. Tentative de meurtre sur un patient. Complot avec la fiancée. D'autres meurtres font l'objet d'une enquête. La réputation que Mercier avait bâtie pendant des décennies s'effondrait en temps réel. Personne ne le regardait avec respect maintenant, juste avec horreur et dégoût. On faisait monter Élise dans une voiture de police quand un autre personnage arriva en courant. Un homme d'une 40aine d'années, en jean et t-shirt, le visage buriné par le soleil. « Alexandre !» Alexandre se retourna. Son jeune frère, Pierre. « Pierre, tu es venu !» Ils se serrèrent dans les bras. Pierre avait des larmes qui coulaient librement. « Lefebvre m'a appelé à 3 heures du matin. J'ai conduit 5 heures d'affilée. Mon Dieu, frérot, j'ai cru que j'allais te perdre. Tu as failli. » Pierre regarda Élise dans la voiture de police, puis Alexandre. « C'est la fiancée ?»« C'était. Je ne l'ai jamais aimée. Elle m'a toujours semblé fausse. Mais tu avais l'air heureux. Alors je n'ai rien dit. » Alexandre sourit tristement. « Tu aurais dû. » « Ah,
M'aurais-tu écouté? Probablement pas. Marc était interrogé séparément dans une pièce voisine. Sa voix irritée traversait le mur. « Je veux mon avocat. Je ne dirai rien sans la présence de mon avocat. Vous avez droit à un avocat, » répondait calmement le commissaire. « Mais les enregistrements parlent d'eux-mêmes. Vous avez tout avoué. Tentative d'assassinat avec préméditation, fraude financière à grande échelle, falsification de documents. C'est fini, monsieur Richard. Mais silence. » Puis de manière inattendue, le son de sanglots. Marc pleurait. Alexandre alla jusqu'à la porte de la pièce, regarda par le petit hublot. Marc avait le visage dans les mains, ses épaules secouées de violents spasmes. 23 ans d'amitié, 23 ans d'envie déguisée en camaraderie. Et maintenant, confronté aux conséquences réelles de ses actes, Marc s'effondrait. Une partie d'Alexandre ressentait de la pitié. Une infime partie. Le reste ressentait la satisfaction glaciale de voir la justice s'accomplir. Lefebvre s'approcha, posa une main sur l'épaule d'Alexandre. Les mises en examen formelles seront présentées demain. Tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, fraude, falsification. Mercier fait face à des accusations supplémentaires pour les meurtres précédents. Élise et Marc risquent de 15 à 25 ans chacun. Mercier? La perpétuité, probablement. Et mon argent? Les entreprises? Tout est gelé, tous les transferts frauduleux sont en cours d'annulation. Marc n'a pas pu dépenser grand-chose, il accumulait pour plus tard. Nous estimons que vous récupérerez 95%. Le reste a été dépensé par Élise en vêtements, voyages avec Marc et autres luxes. Considérez cela comme des pertes opérationnelles. Alexandre acquiesça. L'argent pouvait se remplacer, pas la vie. Hélène réapparut, un dossier à la main. « Monsieur Dubois, techniquement, vous êtes toujours mon patient. Vous avez besoin d'une évaluation médicale complète. Vous êtes debout depuis 20 minutes avec de multiples fractures. » Comme si son corps avait attendu la permission, la douleur revint avec une force totale. Ses jambes fléchirent. Pierre et Lefebvre le rattrapèrent. « Remettons-vous au lit, » dit doucement Hélène. « Non, » résista Alexandre, « pas dans cette chambre. Pas là où ils ont prévu de me tuer. » « Je comprends. Je vais organiser votre transfert dans une chambre privée, dans une autre aile. Un autre médecin aussi. Je vais choisir personnellement quelqu'un de fiable. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant. Alors qu'on le conduisait dans sa nouvelle chambre en fauteuil roulant, il jeta un dernier regard en arrière. Il vit Élise dans la voiture de police, la tête basse. Il vit Marc, emmené par les policiers, pleurant toujours. Il vit Mercier marcher, menotté, fini. 3 personnes qui avaient méticuleusement prévu de faire de lui une victime. 3 personnes qui étaient maintenant prisonnières de leur propre choix. L'effet avant-après était cinématographique. Quelques heures plus tôt, ils étaient des prédateurs confiants sur le point de dévorer leur proie. Maintenant, ils étaient des animaux en cage, impuissants, pathétiques. Et Alexandre, qui aurait dû être mort à cette heure, était vivant. Blessé, trahi, dévasté émotionnellement, mais vivant. Quand la porte de la nouvelle chambre se referma derrière lui, Alexandre s'autorisa enfin à s'effondrer complètement. 3 semaines plus tard, Alexandre était assis sur la terrasse de sa maison, observant le coucher de soleil teinter le ciel d'orange et de pourpre. Son corps avait considérablement récupéré. Les côtes lui faisaient encore mal de temps en temps, mais il pouvait marcher sans aide. Les cicatrices physiques guérissaient. Les émotionnels prendraient plus de temps. Pierre apporta du café, s'assit à côté de lui. « À quoi tu penses ?» Alexandre mit du temps à répondre. Quand il parla, sa voix portait le poids de profondes réflexions. « Je pensais que j'avais passé 20 ans à bâtir une fortune et que j'avais failli tout perdre en 3 minutes. Pas l'argent, mais la vie, la dignité, tout ce qui compte vraiment. » Il prit une gorgée de café, sentit la chaleur descendre dans sa gorge. « Tu sais ce que j'ai appris, frérot, c'est que je mesurais le succès avec les mauvais outils, 80 millions en banque, des entreprises dans 3 pays, mon nom dans les magazines économiques. Je pensais que ça signifiait que j'avais gagné, que j'avais construit quelque chose d'important. »« Tu as construit quelque chose, » dit Pierre. « J'ai bâti un empire vide. »
Alexandre regarda son frère. Entouré de gens qui me voulaient mort, qui voyaient de mon succès comme une opportunité de vol. Quelle est la valeur de tout ça si je ne peux pas distinguer les vrais alliés des prédateurs déguisés? Pierre resta silencieux, laissant Alexandre continuer. Élise semblait si sincère. Tu te souviens quand je te l'ai présentée à Noël il y a 2 ans? Elle a apporté des cadeaux pour ta famille, a joué avec tes enfants, a aidé ta femme dans la cuisine. Tout était calculé. Une performance pour construire l'image de la femme parfaite. Il secoua la tête. Et Marc, 23 ans. On partageait nos rêves, nos peurs, nos échecs. Du moins, c'est ce que je croyais. Il ne faisait que cataloguer mes faiblesses, attendant le bon moment pour les exploiter. Tu ne pouvais pas savoir, dit doucement Pierre. C'est là le problème. Je pouvais. Les signaux étaient là. J'ai choisi de les ignorer parce que la confiance était plus confortable que la suspicion. Parce que croire en la bonté humaine était plus facile que d'accepter que les gens peuvent être des monstres. Alexandre se leva, s'appuya sur la balustrade de la terrasse. Mon père disait toujours « Fils, sois généreux, mais ne sois pas idiot. » J'ai été idiot. J'ai confondu générosité et naïveté. J'ai cru que bien traiter tout le monde signifiait que tout le monde me traiterait bien en retour. Que si j'étais loyal, on me serait loyal. Que l'amour pouvait s'acheter avec de l'attention et la sécurité financière. L'amour ne s'achète pas, acquiesça Pierre. Exactement. Et c'est la leçon la plus douloureuse. Élise ne m'a jamais aimé. Comment aurait-elle pu? Elle ne me connaissait même pas vraiment. Elle connaissait mon compte en banque, mes investissements, mon patrimoine, mais mes peurs, mes rêves au-delà de l'argent. Alexandre prit une autre gorgée de café, puis continua. Mais tu sais, ce qui est ironique, cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, m'a appris quelque chose qu'aucun MBA ou livre de gestion ne m'a jamais appris. Elle m'a appris que les vraies personnes existent. Il faut juste apprendre à les reconnaître. Hélène, dit Pierre. Exactement. Hélène, une infirmière qui ne me devait rien, qui a risqué son emploi, sa carrière, peut-être même sa propre vie pour m'aider. Pourquoi? Pas pour l'argent, pas par intérêt, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Alexandre sourit pour la première fois de la conversation. Tu sais ce que j'ai fait? En plus de la récompense financière que je lui ai donnée, j'ai créé un fonds de bourse d'études au nom de son mari, Joseph Renaud, 10 étudiants en soins infirmiers par an, à perpétuité. Quand je lui ai annoncé, elle a pleuré pendant 1 heure. C'est magnifique, frérot. Et Lefebvre, mon avocat, il aurait pu penser que c'était des délires post-traumatiques quand je l'ai appelé à 2 heures du matin. Il aurait pu m'ignorer, se rendormir, mais non. Il m'a cru immédiatement, a mobilisé des ressources, m'a sauvé la vie autant qu'Hélène. Alexandre retourna à sa chaise. Alors j'ai doublé son salaire. Je lui ai donné des parts dans la holding. J'en ai fait un véritable associé, pas par obligation, mais parce qu'il a fait preuve de loyauté quand ça comptait vraiment. Pierre sourit. Et pour les autres? Élise, Marc et Mercier seront jugés dans 2 mois. Le procureur est confiant. Les enregistrements sont irréfutables. Des aveux complets capturés en audio et vidéo. Mercier a déjà plaidé coupable pour 3 meurtres, en plus de la tentative sur moi. Il a accepté un accord pour la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et les 2 autres? Élise tente aussi d'obtenir un accord. Le parquet lui a offert 15 ans si elle témoigne contre Marc. Lui, il se bat, refuse les accords. Il pense qu'il peut convaincre un jury qu'il a été manipulé. Il va prendre 25 ans, facilement. Alexandre fit une pause, son expression devenant plus sérieuse. Mais tu sais ce qui est étrange, je ne ressens aucune satisfaction. Je pensais que ce serait le cas. Je pensais que les voir détruits me ferait du bien. Mais je ressens juste du vide. De la tristesse pour ce qui aurait pu être s'ils avaient choisi d'être des gens honnêtes. Ça te rend meilleur qu'eux, dit Pierre. Je ne sais pas si ça me rend meilleur, juste différent. Alexandre regarda l'horizon. J'ai décidé de faire des changements dans ma vie. De grands changements. J'ai vendu 2 des entreprises. Gardé seulement l'original, celle de la technologie. J'ai réduit mon patrimoine net de 40%. Tu sais pourquoi? Pierre secoua la tête.
J'ai créé une fondation pour les victimes de fraude familiale, des gens qui ont été trompés par leurs conjoints, leurs enfants, des amis proches. Nous offrons un soutien juridique gratuit, une thérapie, une aide à la reconstruction financière. Parce que j'ai réalisé qu'il y a des milliers d'Alexandres dans le monde, des gens qui ont fait confiance aux mauvaises personnes et qui ont payé un prix terrible. C'est incroyable. Et autre chose, je me suis rapproché de la famille, de toi, de maman, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des gens qui me connaissent depuis l'enfance, qui m'aimaient quand je n'avais rien. Ce sont eux qui comptent. Alexandre se leva à nouveau, cette fois avec plus d'énergie. J'ai aussi changé mon processus de recrutement. Avant, j'embauchais sur la base du CV et de l'entretien. Maintenant, vérification complète des antécédents. Référence sur au moins 5 ans. Période d'essai de 6 mois. Ça semble exagéré. Ça semble prudent. Exactement. J'ai appris que la confiance doit se mériter, elle n'est pas donnée gratuitement. Et il n'y a aucune honte à cela. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la sagesse. Il se tourna vers Pierre. Quant aux relations amoureuses, je ne suis pas prêt. Peut-être que je ne le serai pas avant des années. L'idée de faire confiance à quelqu'un intimement me terrifie maintenant. Et ce n'est pas grave. J'ai besoin de guérir avant d'ouvrir à nouveau mon cœur. Et quand tu seras prêt? Alexandre sourit tristement. Quand je le serai, je chercherai quelqu'un qui m'aimait avant les millions. Ou quelqu'un qui a autant que moi et qui n'a pas besoin de mon argent. Ou simplement quelqu'un dont les actions, au fil des ans, démontrent un caractère authentique. Il posa la main sur l'épaule de son frère. Mais la leçon la plus importante? J'ai appris que la dignité ne peut pas être volée. Ils ont essayé de me tuer, de voler mon argent, de détruire ma réputation. Mais ma dignité, mes valeurs, ma capacité à reconstruire, ça a toujours été à moi, et ça le restera. Le soleil acheva sa descente, laissant le ciel dans des tons de bleu foncé. Au final, ce n'était pas une question d'argent ou de pouvoir, ça ne l'a jamais été. C'était une question de respect, d'être traité comme un être humain, d'avoir des gens autour de soi qui voient votre valeur au-delà du compte en banque. Alexandre sourit, cette fois avec quelque chose qui ressemblait à de la paix. Et maintenant j'ai ça. Moins d'argent peut-être, moins d'amis, certainement, mais plus de vérité, plus d'authenticité, plus de vie réelle. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose tout de suite. Écrivez dans les commentaires. Ne sous-estimez jamais ceux que vous aimez. Cette simple phrase a un poids énorme. Combien de personnes autour de nous sont comme Alexandre? Confiantes, généreuses, croyant au meilleur chez les autres, pour finalement découvrir qu'elles étaient entourées de prédateurs. Mais cette histoire ne parle pas seulement de trahison. Elle parle de quelque chose de bien plus grand. Elle parle de la force qui existe en vous quand tout semble perdu. De ne pas abandonner même quand le monde entier conspire contre vous. De dignité, de justice et du courage de se battre pour ce qui est juste. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu une situation où un proche vous a trahi? Un ami en qui vous aviez confiance? Un partenaire qui semblait parfait? Un membre de votre famille qui a profité de vous? Partagez votre histoire dans les commentaires. N'ayez pas honte. Des milliers de personnes lisent ceci maintenant et beaucoup d'entre elles ont vécu exactement la même chose. Vous n'êtes pas seul. Votre histoire peut inspirer quelqu'un qui traverse une situation similaire en ce moment même. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui est dans une relation douteuse, quelqu'un qui fait trop confiance aux mauvaises personnes, quelqu'un qui doit apprendre la différence entre générosité et naïveté, partagez cette vidéo maintenant. Taguez cette personne. Envoyez-la sur WhatsApp. Partagez-la dans le groupe familial. Cette histoire peut littéralement sauver une vie. Quel est le moment qui vous a le plus marqué? Est-ce quand Alexandre s'est réveillé et les a confrontés avec les enregistrements? Est-ce quand Hélène a décidé de tout risquer pour l'aider? Est-ce la partie où Élise et Marc se sont retournés l'un contre l'autre? Ou est-ce la leçon finale sur la dignité et la reconstruction? Laissez dans les commentaires la scène qui est restée gravée dans votre cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, appuyez sur le bouton rouge maintenant. Pourquoi?
Parce qu'ici vous trouvez des histoires vraies de dépassement de soi, de justice, de personnes qui n'ont pas abandonné quand tout semblait impossible. Des histoires qui vous feront réfléchir à vos propres relations, à qui mérite vraiment d'être dans votre vie, aux valeurs qui comptent vraiment. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Notre prochaine vidéo racontera une histoire encore plus choquante sur une femme qui a découvert un secret dévastateur sur son mari le jour de leur mariage. Ce qu'elle a fait de cette information va vous laisser bouche bée. Vous ne voudrez pas manquer ça. Laissez votre like si cette histoire vous a ému. Chaque like nous montre que nous sommes sur la bonne voie en créant du contenu qui compte vraiment, qui transforme, qui inspire. Et souvenez-vous toujours, la dignité ne peut pas être volée. L'argent peut être récupéré, les entreprises peuvent être reconstruites, mais votre caractère, vos valeurs, votre force intérieure, ça, personne ne peut vous l'enlever. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre présence ici signifie tout pour nous. On se voit dans la prochaine vidéo avec une autre histoire qui touchera votre âme. Ne jugez jamais un livre à sa couverture et ne sous-estimez jamais la force de quelqu'un qui décide de se battre pour la vérité.